Bonjour donc et bienvenue à ces rencontres France Alzheimer. Nous allons pour débuter cette journée nous intéresser au fonds dont vous venez de parler d'ailleurs, Monsieur le Président, ce fonds de dotation qui a été créé par l'association France Alzheimer et qui est dédié à la recherche biomédicale. Il s'appelle Avancer pour devancer et ce fonds va financer la mise en place d'une cohorte, c'est-à-dire d'un ensemble de personnes qui vont être suivies pendant plusieurs années pour comprendre ce qui conduit à la maladie, mais aussi pour mettre en place des mesures de prévention. Alors pour parler de ce projet, de ce fonds, je vais tout de suite demander au professeur Mathieu Secaldi de me rejoindre. Vous êtes chef de service de neurologie au CHU La Timone à Marseille et membre du conseil d'administration de ce fonds de dotation. Et au professeur Sandrine Andrieux, vous êtes présidente du conseil scientifique France Alzheimer, PU-PH au CHU de Toulouse et directrice de l'UMR 1027 de l'INSERM qui s'occupe d'épidémiologie et d'analyse en santé publique. Voilà, vous allez prendre chacun un micro, puisque vous faites tous les deux partie du comité de pilotage de ce projet. Et puis, comme d'habitude, à la fin de cette présentation, vous pourrez, vous qui êtes dans cette salle, poser des questions si vous souhaitez avoir des précisions par rapport à ce fonds. D'abord, peut-être, on va démarrer par la jeunesse du fonds, Mathieu Secaldi. Comment est venue l'idée de ce fonds de dotation ? Bonjour à tous. Le fonds de dotation, en fait, l'idée était d'une part le fait que France Alzheimer souhaitait s'investir encore davantage dans la recherche et avait manifesté le souhait de créer une structure particulière qui est le fonds de dotation, qui ne vient pas d'ailleurs en compétition avec les habituels financements de France Alzheimer pour la recherche. Et donc dans cette perspective-là, l'idée qui est venue est une idée un peu toute simple, qui est que il fallait probablement associer toutes les générations à cet effort de recherche. Et en tant que clinicien, une idée que j'ai partagée avec d'autres, c'est que généralement, quand on fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer chez une personne, chez un malade, bien entendu, c'est le malade qui est concerné et c'est à lui qu'on doit l'attention essentielle. Mais assez rapidement, le fils, la fille, le frère se manifeste et dit « et moi ». Et donc cet intérêt, je dirais, naturel des apparentés pour la maladie qui touche leur père, leur frère, est un intérêt qu'on peut positiver à travers une participation à la recherche. Et donc l'idée est partie de là, et peut-être de solliciter les apparentés au départ de patients atteints de maladie d'Alzheimer pour avec eux, construire des programmes de recherche et travailler sur la prévention. Justement, quelles sont les personnes qui seront concernées par cette recherche ? Alors, en fait, le projet a un petit peu évolué. Et donc, il y a actuellement le format, c'est que seront concernés d'abord le patient, un patient atteint de maladie d'Alzheimer, un apparenté biologique, c'est-à-dire un ou plusieurs apparentés, le fils, la fille, le frère, la sœur, et puis les dents principales. Donc ce sont des trios ou plus d'ailleurs, parce qu'on ne va pas limiter, je crois, les apparentés s'il y a plusieurs apparentés qui sont intéressés. Et donc c'est les trois acteurs principaux de cette cohorte. Alors on parle de cohorte. Sandrine Andrieux, pourquoi est-ce si important de constituer des cohortes quand on veut mieux connaître une maladie et les impacts de la maladie ? Bonjour. Alors en fait, les cohortes, c'est un outil épidémiologique, mais qui nous permettent d'accumuler un certain nombre d'informations et qui permettent de prendre en compte le temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer et qu'on interroge des sujets qui ont la maladie, eh bien on va rater un certain nombre d'informations par rapport à finalement à leur exposition passée. On va avoir une imprécision dans la mesure de certaines informations qui ne peut finalement être résolue que par le biais d'une cohorte. Et les cohortes, ce sont des outils formidablement puissants pour nous donner des informations, mais c'est des outils qui prennent du temps à mettre en place et qui n'ont d'intérêt et de valeur que quand on les suit pendant très longtemps. Et quelle est l'originalité de cette cohorte par rapport aux autres cohortes qui existent déjà ? Alors, en France, il existe des très grandes cohortes, comme la cohorte Constance, par exemple. Ce sont des cohortes qui ne sont pas spécifiques d'une pathologie donnée.
Donc elle permet d'avoir un certain nombre d'avoir accès à des renseignements. Celle-ci, elle a quand même une originalité. Ce n'est pas non plus une cohorte de patients, de malades, comme par exemple la cohorte Memento ou d'autres cohortes qui existent sur le territoire. Là, c'est une cohorte de trinômes, patients, apparentés et aidants. Et ça, je pense que ça ne s'est jamais produit. On a eu par le passé quelques cohortes de patients et aidants, mais pas forcément les apparentés. Et finalement, c'est d'avoir des informations à plusieurs niveaux. On va avoir le patient dans sa sphère familiale, dans son environnement un petit peu plus global. Et puis, idéalement, on aimerait bien avoir accès à des informations sur l'environnement. On verra comment on pourra mettre ça en œuvre. Justement, quelles sont les pistes de recherche que vous allez mener en partant de cette cohorte? Alors, là, on va pouvoir peut-être partager la parole parce que, par exemple, sur l'entourage familial, quelque chose qui m'intéresse, c'est que depuis très longtemps, on sait bien que les aidants, les familles, apprennent progressivement ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et ce savoir un petit peu profane, il est rarement partagé, il est rarement analysé sur le plan de la recherche. Et donc ça, c'est une des voies de recherche de cette cohorte de trinômes. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a tout le comité scientifique de France Alzheimer qui est en train de réfléchir très activement sur des pistes de recherche qui pourraient être menées à l'intérieur même de cette cohorte. Et c'est pour ça que les outils de mesure ne sont pas encore complètement ficelés, même si on a une idée assez précise des domaines que l'on aimerait couvrir, mais on travaille un petit peu de façon collective pour être à la pointe de chacune des mesures qui vont être recueillies dans cette Alors, cohorte. outre les aidants et les sciences humaines, on va dire, autour de cette cohorte, il y a aussi des facteurs de risque, la prévention. C'est là-dessus que vous allez travailler, professeur Sekadli? Oui, alors effectivement, c'est une cohorte qui va permettre de développer des programmes de recherche très divers, de la recherche, on va dire, biomédicale à la recherche sur les sciences humaines et sociales, et notamment sur les aspects, on va dire, plus biomédicaux. Il y a des questions qui vont concerner les facteurs de risque à long terme. Et c'est cette dynamique transgénérationnelle, le fait que c'est une cohorte qui est faite pour durer aussi, en tout cas c'est ce qu'on espère, ça va permettre effectivement de développer non seulement des études de suivi, mais aussi éventuellement des programmes de prévention. Donc il y a des aspects biomédicaux qui seront notamment importants par rapport aux apparentés qui participeront à cet effort de recherche et qui souhaiteront éventuellement participer, parce que l'idée c'est qu'il y aura un registre, il y aura une cohorte, et puis il y aura des études ancillaires, on le pense, qui seront proposées. Et si un apparenté est dans le registre, si dans la cohorte, il lui sera éventuellement proposé de participer à telle ou telle autre recherche. Évidemment, il aura la liberté d'y participer ou pas, mais ça fera une base qui permettra d'être interrogé régulièrement sur des participations à différents types de programmes avec le thème de la prévention. C'est vraiment je pense, une avancée majeure que France Alzheimer, le président disait tout à l'heure, effectivement, l'intérêt que France Alzheimer porte à l'aide aux aidants, aux malades, et ça reste l'ADN de France Alzheimer, mais France Alzheimer a évolué, je pense, de manière très significative en abordant aussi la question de la prévention. Et on est vraiment sur une dimension qui est, je dirais, pas nouvelle, mais en tout cas qui est assez innovante par rapport à la dynamique de l'association. Et le fonds de dotation, je pense, porte cette innovation. Alors là, on en est au début, dans la phase de faisabilité. Vous allez donc tester cette faisabilité du projet auprès de 3 centres, Toulouse, Rouen, Montpellier. Sandrine Andrieux, quand débutera cette première phase et ça va concerner combien de personnes ? Alors écoutez, on a une réunion lundi prochain à Toulouse pour mettre les bases, les premières briques de cette cohorte en place. Alors mettre en place une cohorte, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut préparer tout le matériel en amont, le faire valider par les autorités réglementaires, les comités d'éthique. Donc là, il y a un temps incompressible. On est obligé de passer par ces fourches codines un petit peu de la recherche, mais c'est aussi un garant de qualité et c'est un garant du maintien de la confidentialité des données, de la qualité des données. Donc on est obligé de passer par toutes ces étapes et on espère que, on va dire, en 2020, on puisse commencer à inclure les premiers sujets. On a quand même pas mal travaillé sur le protocole que l'on partage, qui évolue et qui évoluera encore. Il y a jamais une recherche n'est figée dans le marbre, heureusement, parce qu'on a tous il y a des innovations au jour le jour qui arrivent autour de cette maladie. Donc on est obligé de laisser un petit peu la porte ouverte sur
sur ça. Donc ça va commencer 2020. Voilà. Et combien de personnes pour cette première phase? 150 personnes, c'est la phase pilote. Quand vous dites 150 personnes, soyons clairs, c'est 150 triades, si j'ose dire. Voilà, c'est 450 personnes au total. Non, c'est 50 triades. C'est 50 triades, oui. 50 triades. Oui, 50 triades, 150 personnes. C'est 50 pour Toulouse. Excusez-moi, ce décalage horaire. C'est 150. Voilà, c'est 150 par centre. Oui, j'ai dit Toulouse, Rouen et Montpellier, donc 150 dans chaque centre. Oui, j'étais très à Toulouse. 150 groupes. Et ces groupes, c'est comme pilote. C'est-à-dire, c'est vraiment, l'idée, c'est de voir si on peut avoir dans ces 3 villes l'acceptation des personnes, si elles vont adhérer au partage des informations. Ce n'est pas peut-être évident pour un patient d'accepter qu'un apparenté ou un aidant participe aussi à l'effort de recherche. On va voir comment ça se passe. Et 3 sites parce que ça permet d'avoir une petite diversité un petit peu des habitudes familiales. Et, voilà. Et comment on va faire, Mathieu Secaldi, si on veut participer à cette cohorte très concrètement? Alors, comme l'a dit Sandrine, c'est vraiment une phase pilote de faisabilité. Ce qu'on va tester pendant cette phase, c'est la faisabilité de ce dispositif. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est capable, pour chacun de ces 3 centres, est-ce qu'on est capable de recruter pour chacun des centres, effectivement, 50 triades au moins? Ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Ça va se faire à partir des centres mémoire ressources et recherche qui participent à la phase pilote. C'est-à-dire que ça passera nécessairement par ces centres et ce seront d'abord des diagnostics qui seront validés. On part du malade avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer validé selon les critères, je dirais, les plus précis qui sont actuellement utilisés. Donc ça, c'est le rôle du CM2R. Et ensuite, à partir de là, les dents, la parenté seront vues au niveau du CM2R. Donc c'est pour les nouveaux patients qui seront aujourd'hui... Alors, ce n'est pas forcément pour les nouveaux patients, hein, c'est à partir des patients qui sont, identifiés par les 3 CM2R que seront recrutés la parenté et les aidants. Ça sera, je pense que probablement les CM2R proposeront à des patients et à des familles qu'ils connaissent de participer à cette cohorte. Après, l'intérêt aussi, c'est que on compte aussi sur France Alzheimer pour susciter éventuellement des recrutements. Mais bien entendu, dans cette phase pilote, dans cette phase de faisabilité, il y a 3 centres. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, qu'on va rester sur ces 3 centres. Si ça marche et si le dispositif s'avère opérant, et s'il y a l'argent, on espère que ça sera étendu à l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que ça va être dans la zone géographique autour des CM2R que se fera a priori le recrutement des triades participant à cette phase pilote. Alors, une fois qu'elles seront recrutées, qu'est-ce qui va être demandé à ces personnes qui feront partie de ces cohortes en termes à la fois d'examen ou d'information médicale? Alors, on ne veut pas que ce soit trop lourd, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de données qui soient acquises. Donc, les personnes seront vues quelques fois au niveau des CM2R. Il y aura des prélèvements biologiques, il y aura une biobanque pour ensuite servir à des questions de recherche. Et donc, elles devront effectivement, si elles acceptent, se rendre quelques fois au CM2R, mais on veut alléger ce suivi en faisant appel à une plateforme numérique qu'elles renseigneront régulièrement sur un certain nombre de questions qui concernent leur mode de vie, les problèmes qu'elles rencontrent, etc. Et donc, c'est un suivi qui sera mixte, qui sera à la fois physique au niveau du CM2R et à distance via une plateforme numérique. Alors, on va parler un peu de l'argent maintenant. Comment ça va être financé, Mathieu Secaldi? Alors là, je me tourne vers la gouvernance de France Alzheimer. Il y aura un financement dédié, c'est-à-dire que normalement, le fonds de dotation ne vient pas se faire aux dépens de France Alzheimer. Le fonds de dotation a une existence propre, hein, c'est quelque chose qui est distinct, et il y aura un financement dédié. Et je sais que actuellement, il y a une recherche active de partenaires qui seront des partenaires de ce fonds de dotation et qui permettront de financer au moins pour, dans un premier temps, la phase pilote, la phase de faisabilité. Voilà. Alors, Sandrine Andrieux, combien de temps va durer cette phase de faisabilité, cette phase pilote, et qu'est-ce qui vous décidera éventuellement d'étendre cette recherche? Alors la phase pilote, elle va dépendre de la vitesse finalement de recrutement de ces personnes-là, de ces groupes de personnes. Et
On voudrait bien sûr après suivre les gens vraiment très longtemps, mais les facteurs qui vont faire qu'on va juger que finalement on va être en capacité de déployer l'étude au-delà des 3 centres, ça va être des indicateurs, on va dire, de réussite, de taux de participation, de taux d'acceptation. On va voir si les gens adhèrent à ce suivi avec une plateforme, un forum où ils vont pouvoir échanger sur leurs solutions pratiques au quotidien et voir si une communauté finalement de familles se crée autour de cette cohorte-là. Et si ces facteurs de réussite-là marchent, si on se rend compte que les 3 centres peuvent inclure régulièrement des sujets et que les sujets adhèrent au suivi, parce qu'une cohorte n'a de sens que si les sujets sont revus dans le temps. Et donc, il faut voir que les sujets soient suivis dans le temps et ne partent pas un petit peu dans la nature. Disons-le clairement, c'est un vrai engagement. Ah, c'est un engagement à long terme. Alors, je dirais, quel bénéfice pour attirer une personne qui ferait partie de votre cohorte? Parce que finalement, quand on demande à une personne de s'engager fortement, on peut dire, ben voilà, en contrepartie, vous aurez 3 points de suspension. Alors, en contrepartie, vous seriez mieux suivi et en contrepartie, vous irez mieux parce qu'il n'y a pas une cohorte au monde où on n'est pas démontré que les sujets qui rentrent dans la cohorte ne vont pas mieux que ceux qui ne rentrent pas. Parce que la démarche active fait qu'on est mieux suivi, on est mieux contrôlé et du coup, les sujets, finalement, vont mieux gérer un certain nombre de troubles au quotidien. Ça, c'est, on va dire, le bénéfice immédiat et le bénéfice pour la personne elle-même. Et puis après, il y a le bénéfice, je dirais, c'est le côté un petit peu altruiste aussi d'une cohorte, hein. C'est pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour les autres. Et le bénéfice, c'est pour les générations à venir. Voilà. Et chacun peut participer aussi pour les générations à venir, pour voir si on ne peut pas identifier de façon un petit peu plus fine qu'on ne le fait maintenant des facteurs de protection, par exemple, de la maladie, et voir dans quel type de stratégie de prévention on peut s'engager aujourd'hui de façon efficace. Voilà, la satisfaction, si j'ose dire, de participer à la recherche et de faire avancer la recherche.